Galaxie, Voie lactée, immensité. Vous savez, notre galaxie, Voie lactée. Vous avez certainement vu le film de Buñuel qui s'appelait Voie lactée. Notre galaxie de Voie lactée, c'est une magme d'une énorme longueur, mais tout petit par rapport à la totalité, dans lequel nous avons notre système solaire dans un petit coin. Et ce système solaire, il y a 5 millions d'autres soleils. Et on se prive à dire que nous sommes le seul dans l'espace, que nous sommes le seul conditionné de vivre dans l'espace. Mon œil. Donc, il y a une intrigue qui se propulsait à travers des réflexions cosmiques pour moi, que j'essaye de le dénicher, de le mettre dans la valorisation à ma façon. Vous savez, je me suis abrité dans ma peinture, dans mon art, devant cette idée de cosmos. Et effectivement, c'est un choix pour moi le plus important, c'est que cosmos est un espace énorme, indéchiffrable, une énormité. Quand je parle avec vous de ça, oubliez complètement de ce que vous avez appris à travers de Sciences et la vie, à travers de vulgarisation de l'espace qu'on fait. Aujourd'hui, les hommes ils envoient à l'espace les engins inimaginablement lourds pour aller voyager, je ne sais pas moi, 3 jours, 15 jours, 3 mois, etc. Et que, de l'autre côté du monde, aux Andes, et puis dans le Proche-Orient, dans les religions éphémères, vous avez les gens qui voyagent beaucoup plus sur l'espace avec leur possibilité de se multiplier, de se dégager de la corporation physique et d'aller au-delà et de faire carrément les voyages extraordinaires. On vulgarise ça aussi en disant ce sont les drogués qui tombent dans l'extase, etc. C'est faux. Il y a la plénitude de comparaison et la réponse positive de ce côté. Plénitude. Mais je ne vais pas entrer dedans, de simple raison que je ne vais pas faire la confusion. Je n'appartiens pas à ce monde, je regrette de ne pas appartenir. Mais le monde que je traite et le monde que je fais nommer cosmique, c'est mon imagination qui gamberge dans l'espace en cherchant les réponses fictives, les réponses de mon esprit sur certains secrets, sur certains mystères de l'espace.
Je m'appelle Slobodan Jevtik, dit Slobo, S-L-O-B-O. Je suis originaire de ex-Yougoslavie, serbe, mais je vis en France depuis 40 et quelques années. Je suis diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Belgrade. Et j'ai fait les études d'architecture de la faculté de Belgrade aussi. J'ai travaillé comme très jeune comme scénographe dans le cinéma mondial, mais je n'arrivais pas à chatouiller mon esprit du fond. J'ai été au service de quelqu'un d'autre, j'ai été au service de quelque chose d'autre. C'était un travail formidable, il y avait beaucoup de créativité, de création et énormément de moyens de le faire. Mais la peinture restait un monde secret, un monde discret, quelque chose qui me préoccupait davantage que le cinéma. Pourquoi? Parce que aussi, parallèlement, comme étudiant de l'architecture et de l'Académie des Beaux-Arts, l'art appliqué, j'étais, comment dire, pas influencé, mais j'étais pratiquement obligé, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens d'aller quelque part pendant l'été, c'est d'aller auprès de monastères et travailler sur les fresques. Et alors un jour, dans un monastère à Monténégro, un monastère de Morača, je me suis trouvé sur l'échafaudage en bois, sur une coupole d'une vingtaine de mètres plus haut, devant un pantocrator, c'est le portrait de Christ. J'étais couché sur le plancher. C'est pas Léonard, c'est pas Michel-Ange, c'est pas. Mais j'étais couché pratiquement et je gratouillais la poussière, les siècles de poussière qui tombaient. C'est une fresque de 13e, 14e siècle. J'ai gratté un morceau de l'aile de Christ. Et cette l'aile de Christ, il était complètement vu de moi par rapport à un mètre de plus haut, une abstraction absolue. C'était quelque chose inimaginablement abstrait, ou c'était plutôt un poisson qu'un œil. Et j'ai travaillé, c'est mon premier choc avec, j'ai fait pas mal de restauration de fresques, c'est une haute tradition chez nous de restauration des monastères et des fresques qui existaient dedans pour le sauver de passages historiques, des conquistadors, des envahisseurs, etc. Et c'est là, c'était mon premier coup de poing sur la matière. C'est là que j'ai compris que la peinture, l'art pictural n'est pas illustration. Le soleil, c'est une grosse étoile pleine de gaz et de feu. Et que le soleil, il était né à 4 milliards d'années. Le soleil. Et ben le soleil, pour qu'on y soit, il lance des rayons. Le soleil, il a fait un long voyage et il est revenu. Ça nous éclaire. C'est la Terre qui tourne. Et nous, on se rend pas compte. Oui, parce que comme la Terre elle tourne, et ben après quand elle tourne, et ben le soleil il éclaire dans un autre pays puisqu'elle tourne. Non, c'est pas la Terre qui tourne, c'est le soleil qui tourne. Non, c'est la Terre. Il y a un autre pays qui dort et nous on dort pas. Et la Terre, elle a un noyau et elle a un aimant. Dans la Terre, il y a un aimant. Et les oiseaux, eux, aussi, l'aimant, ils l'attirent parce qu'ils ne peuvent pas voler aussi haut.
un jour, la planète, elle va exploser à cause du soleil. Ouh. Non, c'est le soleil. Oui, c'est le soleil qui va exploser. Quoi? Il n'y aura plus de signes de vie sur la Terre. Quand les étoiles explosent, ça s'appelle des naines blanches. Et aussi, dans l'univers, il y a des météoroïdes. Des météorites. En fait, la Lune, c'est comme une planète, mais sauf c'est comme du sable qui est sur la planète. C'est comme du fromage. Non, c'est du fromage. La Lune. Aussi, quand on regarde bien, on dirait que la Lune, elle a des yeux, un nez et une bouche. C'est l'espace qui fait tenir les planètes. L'espace, si on va dans l'espace, on flotte. Des étoiles, c'est pas des petits ronds, c'est pas petit, c'est énorme. C'est que nous, on les voit de loin, les étoiles. Toutes les étoiles, ce sont des soleils. Des petits soleils. Et dans la planète Mars, il y a des extraterrestres. N'importe quoi. Extraterrestres. Et elle est tout rouge. En fait, c'est une étoile, elle fait chou. Et ils vont à chaque fois dans une planète. Et puis elle va très très vite. Ça s'arrête jamais. Et si on veut marcher dans l'univers pour faire tout l'univers, ben, ça s'arrêterait jamais. Je me trouve aujourd'hui devant une expérience que je ne me permets pas de l'abandonner, tout simplement. Je suis esclave de ma propre liberté esthétique. Je suis esclave d'une matière, je suis esclave d'une technologie artistique qui est la peinture de l'espace et qui est à la fois pas de l'espace, c'est-à-dire, c'est très compliqué ce que je vous parle et je suppose que on trouvera la résonance des paroles. C'est-à-dire, l'espace est infiniment très grande. Infiniment très grande, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bornes. Et nous travaillons sur 1,50 m par 1,50 m, sur 2 mètres par 1 mètre, etc. Donc nous sommes clôturés d'une marcation de l'espace. Nous pouvons traiter seulement une petite particule dans certains espaces. C'est aussi un élément qui est très défavorable pour notre travail. Peut-être que vidéo-espace, que les nouvelles technologies pouvaient l'aller, mais moi je suis déjà un vieux cochon qui ne peut pas faire cette déviation et de s'exprimer autrement qu'avec les petits pinceaux. C'est une peinture de réflexion métaphysique, c'est une peinture de message métaphysique, c'est une peinture qui va de mon cœur vers la toile et à travers de la toile vers un spectateur qui a subtilité de le comprendre, de communiquer avec elle, etc. Ces tableaux ne sont pas pour n'importe qui. C'est très péjoratif que je viens vous dire, et pardonnez-moi, mais ce n'est pas n'importe qui est capable de le comprendre. Il faut qu'il ait une certaine corrélation entre l'art de notre temps, entre l'art classique, et entre le message, que chaque tableau porte un certain message. Galaxie en formation, galaxie en ébullition, il faut trouver où elle se trouve, le secret d'ébullition cosmique. Il faut trouver les éléments qui sont tout à fait frappants, tout à fait illustratifs dans les tableaux.
voilà, c'est l'aventure au fur et à mesure de mon âge se clôture. Je suis très content de ce que j'ai parcouru, plus que content. Je suis fier de moi-même. C'est snobisme balkanique peut-être, mais ça vaut la peine de ne pas succomber sur l'intérêt de masse, sur l'intérêt de consommation, surtout la consommation, et de rester soi-même. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le cosmos? Pourquoi il est dans mes tableaux, vous avez compris. Pourquoi je suis dedans, j'espère que vous avez compris. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Toc, c'est fini. Clac, fermé. Je m'appelle Alain Dumas, donc je suis sculpteur depuis maintenant pratiquement 20 ans. Donc je me suis formé dans un atelier de sculpteur. J'ai fait ce choix parce que c'était le travail de la matière surtout qui m'attirait et non pas une approche plus conceptuelle de la création et du travail artistique. Voilà, donc mon travail était essentiellement figuratif au départ. Après, j'ai eu le désir d'épurer les formes. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, je me suis concentré sur un travail plutôt abstrait. Il y a un des éléments peut-être par rapport au cosmos et à l'infini, je dirais, c'est la dimension de ce qui va durer, de quelque chose d'éternel. Par exemple, dans le matériau, dans un bloc de granit, c'est vrai que si je réalise une sculpture, parfois je me dis que bon, il faut certaines conditions, mais dans 100 ans ou dans 1000 ans, elle sera encore telle que. Bon, sauf en cas de détérioration, en cas mais c'est des matériaux comment dire, qui dure dans le temps et moi j'ai été très touché en visitant une fois le Louvre par des sculptures égyptiennes en bois d'acacia. Je me souviens je crois que c'était un scribe qui était en marche avec son épouse. Il y avait beaucoup de tendresse entre eux et j'ai encore cette image de me dire voilà un bois qui a été sculpté il y a 2 ou 3 000 ans et l'œuvre est toujours là. Donc d'une matière qui défie le temps. Je dirais c'est une attitude très humble en fait. Et je crois que par rapport au cosmos et par rapport à l'infini, l'homme se retrouve très, très modeste et très petit. Et il y a peut-être, là je crois qu'il y a une similitude.